Aujourd'hui, on va parler tactique. Bon, il y a 4 ans, je parlais d'une tactique d'infanterie qui était utilisée par absolument tout le monde. Énormément de pays, d'armées, et qui était en gros la méthode qui remplacera toutes les autres à tous les niveaux de commandement. Équipe, groupe, section, compagnie. On va en parler un peu mieux. Je précise que c'est peut-être un peu complexe et évidemment pas exhaustif. Pour de la mise en situation, tout ce que je vais dire ici se retrouve dans mes stages de combat de niveau 2. Pour participer à l'un de ces stages, vous avez tout ce qu'il faut en description. Le voir, c'est bien, le faire, c'est mieux. Donc on va parler de la méthode fixe, manœuvre, combat. Tactique très facile à comprendre, mais beaucoup plus subtile à mettre en place qu'on pourrait le croire. Vous connaissez sûrement l'utilisation première d'un fusil mitrailleur. Le rôle principal d'une mitrailleuse est d'effectuer du tir de suppression, c'est-à-dire balancer la sauce avec un feu nourri pour obliger l'ennemi à se protéger et ainsi limiter ses déplacements et sa capacité à faire feu. Car oui, c'est un réflexe naturel, quand on se fait allumer par une mitrailleuse, on a tendance à se planquer. Mais moi je veux que ça s'arrête. C'est une arme qui permet un tir de saturation permettant pas mal d'actions, comme le repli, la couverture ou l'appui en obligeant l'ennemi à rester bien planqué. Pour rappel, l'appui et la couverture ne sont pas les mêmes choses. J'en parle ici. L'appui sert à permettre une manœuvre alliée et un tir de couverture à empêcher un mouvement ennemi. On confond souvent les deux car en général un tir de saturation permet d'empêcher un mouvement ennemi pour permettre une manœuvre alliée, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est simple, avec le groupe d'appui, on tire sur ses ennemis pour les fixer, donc pour les empêcher de manœuvrer. Bien entendu, si possible en croisant les tirs via un PCO, histoire que... Non, je rentre pas dans ce genre de détails, sinon je vais perdre tout le monde. Pendant ce temps-là, le groupe d'assaut en profite pour manœuvrer, histoire d'aller les chercher. Une fois sur zone, on l'annonce à la radio et celui qui gère l'appui demande une intensification du feu. Là, faut que ça envoie de la ferraille. Une fois le groupe d'assaut en place, on l'annonce encore à la radio pour demander un report de tir vers la zone de repli ennemi. Une fois fait, le groupe d'assaut leur saute à la gueule et les défonce. Voilà, ça c'est ce que je disais dans cette fameuse vidéo qui ne parlait pas de tactique, mais de type de tir. Donc je n'avais pas d'intérêt à aller plus loin que ça. Maintenant, on va regarder ça de plus près. Bon déjà, une structure militaire normale, un groupe est composé de 3 équipes. Une équipe d'assaut, une équipe d'appui, une équipe de réserve. Ou suivant les situations, un groupe de tête, un groupe de renfort, un groupe d'appui. Ou bien un groupe d'éclairage, un groupe d'assaut, un groupe de renfort, etc. Peu importe, l'important c'est d'avoir 3 éléments adaptables suivant les situations. L'armée française n'a que 2 équipes, l'assaut et l'appui, appelées sobrement 300 et 600, en référence à la portée de leurs armes. 2 équipes seulement par manque de moyens financiers, mais aussi et surtout de personnel. La plupart des pays un peu moins clodo favorisent 3 équipes, pour un bon rapport entre la capacité de mobilité, de commandement et de puissance de feu. D'ailleurs, stagiaire, comment ça se fait que l'armée française n'arrive pas à recruter? Ça donne quoi les campagnes de recrutement d'ailleurs? Toujours solidaire, jamais solitaire. Yo nigger bitch. Je reste engagée. Et je suis ma voix. Petit conseil à ceux qui font ces clips. Moins de philosophie et plus d'ablation de la zone à risque. Vous verrez, ça fonctionnera beaucoup mieux. Comment ça, c'est pas la pire? S'il y en a un qui te dit tu fais sport, machin et tout, c'est non. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est bon? Tu repasses à 8h par contre. Petit conseil, ceux qui veulent rentrer dans un boulot consistant à apporter de la démocratie au fusil mitrailleur n'ont pas forcément envie de s'imaginer en pyjama à se laisser donner des ordres par une gonzesse. Ouais non là c'est bon, on laisse tomber. Et on arrête de financer cette merde. Ce qui est paradoxal, c'est que leur chaîne YouTube fait des clips vraiment cool et qui donnent vraiment envie, mais avec aucune portée, contrairement aux clips télé de merde. Je m'égare là, hein? Ouais, je m'égare. Bref, pour faire plus simple, on va rester sur la structure d'un groupe de combat théorique. Donc 10 personnels, un chef de groupe et 3 trinômes. Un groupe d'infanterie non spécialisé, donc sans parler des groupes missiles, n'est pas désigné comme appui, assaut ou réserve de par ses capacités ou ses armes, mais par son emplacement au sein de la section. Par contre, les équipes, en théorie, oui, mais ce n'est simplement pas applicable en combat urbain. D'où le fait de simplifier ici la structure d'un groupe. Une fois un groupe en place dans un bâtiment, il va prendre une pièce. Il sera donc le groupe d'assaut, suivi par le groupe d'appui qui doit l'aider dans ses déplacements, encore suivi par le groupe de réserve qui se prépare à remplacer les morts et blessés du groupe d'assaut, via le principe de ressources dont j'ai déjà pas mal parlé ici. En gros, le chef de section demande à récupérer des éléments à l'arrière pour remplacer et combler les groupes qui perdent du personnel. Les groupes se reforment au fur et à mesure. Une fois la pièce prise et le groupe reformé. Bon, normalement une pièce se prend par trinôme, donc ici il faudrait que je parle d'un ensemble de pièces pour un groupe, mais je fais simple, sinon on n'a pas fini. Bref, une fois la pièce prise et le groupe reformé. Le groupe de réserve devient le groupe d'assaut en allant prendre les pièces suivantes. Celui qui était en appui devient le groupe de réserve, etc. Enfin voilà, c'est simplement pour vous faire comprendre les manœuvres à effectuer en fonction de tel ou tel emplacement dans la section. Pour revenir à notre tactique exceptionnelle, le fixe, manœuvre et combat. Qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà un fusil mitrailleur oblige l'ennemi à se planquer. Ok, mais si les 2 adversaires ont des fusils mitrailleurs?
Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est celui qui prendra l'initiative du feu qui pourra faire baisser les têtes et qui pourra manœuvrer. Si vous avez un superbe Mac 58 tout neuf avec plein de munitions qui brillent, mais qu'on vous balance de la ferraille de 762 par question de sang, ben votre beau fusil il ne sert à rien. Mais moi, je veux que ça s'arrête. L'initiative de feu, vous l'aurez compris, c'est juste le fait de réussir à balancer une puissance de feu plus rapidement et plus balèze que le mec en face pour l'obliger à se replier avant que vous-même vous ne soyez obligé de le faire. Vous savez, quand vous avez un vieil officier de merde qui n'a jamais fait de combat et qui vous ordonne de ne jamais retirer votre sûreté, et ce même quand vous êtes complètement devant, et avec la raison évidente et parfaitement logique, que de toute façon, le temps de lever votre arme et de prendre la visée, vous aurez aussi le temps de retirer votre sûreté à ce moment-là. Alors, ne faites pas ça, hein. Je sais que de toute façon, personne ne fait jamais ça. Ceux qui sont tout devant doivent retirer leur sûreté une fois qu'ils sont en alerte rouge. Et les tirs de réflexe doivent évidemment se faire au jugé ou au jeté. Il y a vraiment que les vieux officiers inutiles pour penser que le mec tout devant a tout son temps. Le tir d'initiative ou le tir de riposte sont extrêmement importants. Ils doivent se faire au jugé le plus rapidement possible et avec la plus grosse puissance de feu possible. C'est bien pour ça que, en pratique, le groupe d'assaut n'a jamais sa sûreté en place. Et que des 4 règles de sécurité qui existent, la seule et unique qui peut être mise en place au combat, c'est seulement et uniquement la première. Les 3 autres ne l'étant que pendant le pitch au coup de gueule de l'officier Lambert, 40 ans de service dont 38 à surveiller la machine à café. En passant, la première règle, et donc la seule applicable, c'est « Une arme doit toujours être considérée comme chargée. » Et surtout pas, une arme est toujours chargée, comme beaucoup l'enseignent. Et ça n'a putain de rien à voir. J'ai l'air de gueuler pour rien là, mais cette différence est énorme et très dangereuse. Car elle empêche ceux qui l'appliquent de savoir si leur arme est chargée ou déchargée. Pour ceux qui pensent qu'il faut infantiliser les tireurs, au point de les imaginer trop cons pour savoir si une arme est chargée ou pas. Et ceux à les rendre parano à toujours imaginer leur arme chargée. C'est quoi l'idée au final? Rassure-moi, mon pistolet il est bien chargé, hein? Oui, bien sûr. Putain, mais tu m'avais dit qu'il était chargé! Une arme est toujours chargée, ne jamais pointer ou... Ta gueule! Cette arme n'est pas chargée, mais elle doit être considérée comme chargée. C'est comme ça que j'enseigne et que j'incite à enseigner. Comme si j'avais vraiment une gueule à oser penser demain. Bref, je me suis encore égaré comme un enculé, on reprend. Imaginez que vous réussissez à prendre l'initiative du feu. L'ennemi est en PLS à cause de toute la grenaille qui lui siffle sur la gueule. Bon, déjà il restera en PLS que si la grenaille lui siffle sur la gueule. Si ça s'arrête quelques secondes, il pourra reprendre l'initiative du feu. Et autant vous dire que si à ce moment-là le groupe d'assaut est encore au milieu du champ, il va s'en prendre plein la gueule. Mais genre bien comme il faut. Car oui, il devrait monter à l'assaut en restant à couvert. Mais dans la mesure du possible. Et les capacités sont rarement optimales à moins de faire le tour du bâtiment. Seul. Et le tir d'appui s'arrêtera forcément vu que toutes les armes de fusil d'assaut n'ont que 30 munitions. Et un seul fusil mitrailleur ne suffira pas à maintenir une puissance correcte contre un groupe entier. Au bout d'un moment, faut recharger, et si la cadence de tir est à peu près identique, bah ce sera tout le monde en même temps. Donc il faut commander les tirs pour réussir à conserver un tir constant. Règle d'or, un chef ne tire pas sauf nécessité. Il commande. Chaque chef d'équipe donne ses ordres à ses 2 hommes. Combien de munitions, dans quel secteur et avec quelle cadence de tir. Élevé, assez élevé, faible. Le tout en faisant en sorte que ce qu'il reste dans les chargeurs ne soit jamais identique. Il donne également les ordres de rechargement et se prépare à tirer en cas d'échec. Et c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Pour rappel, les stages de niveau 2 pour le tenter en IRL sont disponibles en description. Mais c'est bon, la puissance de feu est maintenue. On est bon. Comment pourrait faire l'ennemi pour reprendre une initiative du feu sans sortir de son couvert ? Malheureusement, la situation reste quand même assez simple, avec des armes à effet de zone. Bon, il n'en existe pas des masses non plus dans la structure d'un groupe. Les grenades à main, grenades à fusil, et ben c'est tout. Les armes à effet de zone sont rares, et les quelques tentatives pour essayer de faire quelque chose d'à peu près correct ont toujours été des échecs. Le Punisher, dont j'ai déjà parlé dans la série Armes de merde, ou encore le LGI de l'armée française, le lance-grenade individuel. Un mini-mortier très bon sur papier, mais qui n'est finalement pas du tout adapté au combat en forêt ou au combat urbain. C'est une arme de plaine et c'est tout, donc totalement inutile. Ensuite, des armes à capacité de gerbe, donc des calibres 12, mais beaucoup trop peu utilisées dans les armées. Méthode qui consiste à tirer un chargeur de chevrotine sans sortir du couvert pour faire baisser les têtes et reprendre l'initiative du feu. Même si ça reste très aléatoire suivant la dispersion de la gerbe. C'est une méthode plus orientée civile mais qui reste très efficace. Donc, vous montez à l'assaut. Aucun problème si vos alliés réussissent à maintenir une bonne puissance de feu, que vos adversaires ne reprennent pas l'initiative du feu, et qu'en plus ils n'ont pas laissé de piège sur la route. Bah oui, méthode utilisée par tout le monde, donc très connue. Donc quelques fils pièges sur la route, c'est tellement évidemment prévisible. Donc si tout va bien, ensuite il suffit de les abattre en ouverture d'angle, en espérant qu'ils ne vous attendent pas et qu'ils soient plus rapides que vous. Facile? Bah non.
Bon, comme vous l'avez vu, cette méthode est très simple à comprendre. N'importe qui peut vous l'expliquer en moins de 2 minutes. Par contre, elle reste difficile à maîtriser quand en face de vous, vous avez un adversaire qui agit, réfléchit, riposte et possède le bagage tactique pour vous contrer. Elle reste d'autant plus complexe à maîtriser par le fait que, si j'ai pu prendre le temps de décortiquer cette méthode et de vous expliquer les manières de les contrer, eh ben sur le terrain, tout ça se fait très rapidement. En urbain, à courte distance, ça peut se faire en moins d'1 minute. C'est bien pour ça que les cadres d'ordre, que ce soit pour les déplacements ou la conduite de tir, doivent se faire de manière très procédurale. D'ailleurs, les cadres d'ordre militaires réglementaires sont souvent considérés comme étant beaucoup trop nombreux, et chacun d'entre eux toujours relatif à une situation bien particulière. Et donc, impossible à restituer correctement et encore moins rapidement. Ça se voit souvent avec des chefs qui sont pris à partie alors qu'ils s'y attendaient pas et qui balancent des... Joubert, tu tires par là-bas, tu tires vite, mais pas trop, d'accord? Des cadres d'ordre bien plus simples et beaucoup plus polyvalents existent, mis en place par des officiers à la retraite et disponibles dans des livres tactiques que je ne recommanderai jamais assez. Michel Goya et Philippe Perotti, lecture que je vous conseille grandement si vous vous intéressez à la tactique. Bref, c'est une très bonne tactique et qui reste très efficace. Mais pour ceux qui l'appliqueront, sachez quand même qu'elle est très connue et donc facilement contrable par des adversaires ayant un certain niveau, possédant des armes à effet de zone leur permettant de reprendre l'initiative de feu et qui auraient préparé leur coup avec du piégeage. Bref, cette tactique ultime, même maîtrisée, ne fera pas tout non plus. Fin, cassez-vous.